bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct sur Public Sénat, émission spéciale à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire dans un contexte bien particulier puisque nous n'avons toujours pas de gouvernement. 20 jours sans ministre pour Sébastien Lecornu, mais le suspense devrait bientôt se terminer. Ils sont annoncés pour les tout prochains jours. En tout cas, le Premier ministre poursuit ses consultations politiques toute cette semaine avec un objectif toujours le même, éviter la censure. Et pendant ce temps-là, les mobilisations se poursuivent avec demain une nouvelle journée de manifestation à l'appel de l'intersyndicale. Tout au long de cette émission, je serai accompagnée salle des conférences par Alexandre Poussard, que nous voyons. Alexandre, de nombreux invités politiques à votre micro, mais beaucoup de jeunesse autour de vous pour l'instant. Ah oui, Tam, beaucoup de jeunesse. Derrière moi se trouve le conseil municipal des enfants et des jeunes de la ville de Bourgoin-Jallieu, dans le département de l'Isère. Les enfants qui font une visite du Sénat. Donc vous le voyez, Tam, le goût de la politique, ça commence très jeune. Commence très jeune. On va voir ce qu'ils auront à dire de la situation actuelle. Alors pour parler des enjeux de cette semaine décisive, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau 4 invités. Laurence Rossignol, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice socialiste du Val-de-Marne. Également sur ce plateau, Laurence Garnier, bonjour. Bonjour. Sénatrice Les Républicains de la Loire-Atlantique. Également avec nous François Patria, bonjour, et bienvenue. Bonjour. Président du groupe RDPI, les sénateurs Renaissance, sénateur de la Côte d'Or. Et enfin, j'accueille Joshua Auchard, bonjour. Bonjour. Sénateur Rassemblement National du Nord. Alors on a tous l'impression que les semaines se suivent et se ressemblent pour le Premier ministre. Après avoir reçu le socle commun en début de semaine, il va échanger avec les socialistes ce vendredi. Mais la gauche ne se fait guère d'illusions. Clémentine Louise. C'est ce qu'on appelle une rencontre de la dernière chance. Le Premier ministre recevra vendredi les socialistes, juste avant son discours de politique générale annoncé la semaine prochaine. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, demande une copie complète du budget pour pouvoir se prononcer ou non en faveur d'une censure. Seule certitude à l'heure actuelle, le Premier ministre refuse d'ores et déjà 2 mesures phares portées par la gauche, la taxe Zuckman sur les hauts patrimoines et la suspension de la réforme des retraites. Ce qu'il a mis sur la table aujourd'hui, non seulement ça ne répond pas à ce que nous avons proposé, mais en plus, c'est que des mains tendues à la droite. C'est aussi potentiellement une nouvelle réforme de l'assurance chômage, c'est toucher à l'AME pour faire plaisir à M. Retailleau, comme si c'est là qu'on va faire des économies pour les Français. Voilà, donc tout ça n'est pas de bon augure. Avec ce qu'il y a sur la table aujourd'hui, avec cette façon de faire, on ne voit pas très bien comment on pourrait éviter la censure. Les socialistes restent donc à convaincre, mais avec une marge de manœuvre pratiquement nulle. En effet, les Républicains ont prévenu, ils ne laisseront rien passer. Nous avons réaffirmé quelles étaient nos positions, ce que nous ne voulions pas, à savoir un programme qui soit finalement empreint de mesures issues de la gauche. Nous, on n'est pas là pour se fondre dans un jeu de négociation avec la gauche. On l'a dit, clairement, nous ne voulons pas d'un programme socialiste. Nous voulons un programme qui respecte les priorités que nous avons toujours affichées. Et là-dessus, on est intraitable et on sera très clair. Sébastien Lecornu devrait présenter son gouvernement au plus tard ce week-end. Et en attendant, on parle de cette semaine décisive. Laurence Garnier, vous avez échangé ce matin lors d'une réunion de groupe en visio avec vos collègues. Il y a assez peu de suspense de votre côté. Les Républicains vont en être, vont participer à ce prochain gouvernement. Vous posez vos conditions ? Oui, je ne dirais pas qu'il y a peu de suspense. Du reste, je crois que les Français ne se posent pas la question en termes de suspense. On est quand même dans une période qui est difficile, qui est compliquée et qui lasse beaucoup nos concitoyens. Je suis la première à le regretter, mais sans doute tous autour de ce plateau, nous le regrettons aussi beaucoup. Ce n'est pas une affaire de suspense. C'est la question. Il y a pu avoir un peu un débat interne au sein de votre groupe de savoir s'il fallait rester ou non au sein d'un gouvernement du socle commun. Et la ligne qui se dégage, et derrière Bruno Retailleau, qui souhaite poser une méthode, c'est de dire que nous serons de ce gouvernement si nous obtenons des engagements du Premier ministre. Il s'est engagé à répondre par écrit sur 4 grands volets. D'abord le bloc budgétaire, réduction de la dépense publique, pas de hausse d'impôts. Ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est le travail, valorisation du travail. Et puis, le troisième bloc, ce sont les services publics de proximité. On sait à quel point le besoin est criant dans nos territoires. Et le dernier, c'est le régalien, sécurité et immigration. Si nous obtenons un engagement écrit du Premier ministre,
nous ferons partie Vous espérez une lettre de ce d'engagement du gouvernement. Premier ministre Nous attendons, dans les prochaines nous heures. n'espérons pas, nous attendons une lettre d'engagement du Premier ministre qui s'y est engagé, parce que l'état d'esprit des Républicains aujourd'hui, c'est pas d'être dans le gouvernement pour y être, c'est d'y être pour faire la politique à laquelle nous croyons pour les Français. Laurence Rossignol, on sort d'une séquence où on avait eu l'impression qu'il pouvait y avoir des discussions avec le Parti socialiste. Et puis il y a eu notamment cet entretien donné la semaine dernière à nos confrères du Parisien. On a vu le Premier ministre fermer la porte à la taxe Glucksmann, à une augmentation des impôts. Il ne veut pas entendre de la suspension de la réforme des retraites. Est-ce que vous avez un peu l'impression de vous être fait claquer la porte au nez ? Écoutez, le Premier ministre a envoyé ses Sherpas dire aux différents socialistes qu'il fallait lire entre les lignes l'interview du Premier ministre. Ah oui. Alors, puisqu'il y a un rendez-vous cette semaine, peut-être qu'on va connaître les interlignes de ces entretiens. En ce qui nous concerne, nous, la question n'est pas de savoir si c'est la droite, pas la droite, la gauche, pas la gauche. Je trouvais que les propos du président du groupe LR tout à l'heure étaient très politicien, en fait. Voilà, il faut que la droite retrouve ses comptes. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est les Français, c'est le pays. C'est qu'aujourd'hui, les Français pensent que la fiscalité n'est pas juste, qu'elle épargne outrageusement les très hauts revenus. C'est une idée qui est installée dans le pays, et elle est installée parce qu'elle est vraie. Voilà, ce n'est pas une manipulation de l'information. Le deuxième sujet, c'est celui de la feuille de paye, incontestablement. Il y a des Français, les Français sont trop nombreux à tirer la langue, à avoir du mal à remplir le chariot au supermarché. Troisième sujet, c'est celui quand même de préparer l'avenir. Nous avons besoin d'investir. La transition écologique nous coûte cher, mais même sans parler de transition, l'adaptation à la modification des écosystèmes et du climat coûte de l'argent. Demander aux gens qui habitent des immeubles qui sont des passoires thermiques, par exemple. L'été, ils crèvent de chaud et l'hiver, ils pèlent de froid. Donc, il y a quand même des sujets là qui sont vécus par les gens. Et puis, enfin, le dernier sujet qui semblerait faire consensus, c'est celui du service public. Le tout dans une trajectoire budgétaire dans laquelle les socialistes ne considèrent pas qu'il n'y a pas de sujet budgétaire, qu'il y a un problème de trajectoire. Après, il faut qu'on discute sur quel est le déroulé de cette trajectoire, quel est le calendrier de cette trajectoire, à qui on demande des efforts et comment les efforts sont répartis. Donc moi, je continue de penser que si le Premier ministre fait des... Nous, on a fait des propositions. Alors, on peut trouver qu'elles sont... Je finis dans un... On peut trouver que nos propositions sont trop précises, trop claires, trop importantes. Voilà, OK, mais qu'on nous fasse d'autres propositions pour nous permettre de juger sur des contre-propositions faites par le Premier ministre, ou du moins ses propres propositions à lui, dans le cadre que nous avons fixé pour nous-mêmes. Après, le Premier ministre fera ce qu'il voudra et cherchera les alliances qu'il veut. François Patriat, vous entendez les priorités à votre gauche, les priorités à votre droite. De quel côté penchez-vous ? D'abord, première chose, du point de vue du diagnostic. D'abord, je ne crois pas que les Français aujourd'hui s'intéressent vraiment au casting du gouvernement. Je pense qu'ils trouvent d'ailleurs que même sans gouvernement, les choses continuent à gérer. Ça pourrait fonctionner. On pourrait rester avec... Ne croyons pas cela. Donc, ce n'est pas de savoir droite ou gauche. Je crois que les deux priorités qu'il y a pour ce pays, je ne sais pas ce que disent les Français ou tel Français, ce pays, c'est un, il faut que la France ait un budget pour pouvoir continuer d'investir, pour pouvoir continuer de fonctionner, pour pouvoir payer tout le monde dans ce pays, un budget. Et pour se faire un budget, si on reste figé sur des positionnements droite-gauche, très éloignés, on n'y arrivera pas. Deuxième chose. Mais comment est-ce qu'on deuxième chose, j'ai fini. Deuxième chose, un budget. Deuxièmement, préparer l'avenir. On peut parler de l'environnement, effectivement, mais qu'est-ce que c'est demain, l'avenir des Français ? C'est-à-dire qu'il faut préparer des recettes supplémentaires. Et pour ce faire, il n'y a qu'une seule façon, c'est d'investir dans les domaines, par exemple, de l'innovation, de la French Tech, ce que fait le gouvernement depuis 8 ans aujourd'hui. Dans ces domaines-là, il faut créer de la richesse. Donc, une priorité, avoir un budget. Deuxièmement, créer de la richesse. Après, ce que veulent savoir tel point, tel acquis ou pas tel acquis, je crois que c'est secondaire. Si chacun, aujourd'hui, vient là pour disant « je refuse qu'on supprime tel ou tel avantage que j'ai aujourd'hui » ou inversement, qu'on obtienne telle ou telle mesure supplémentaire, bien sûr qu'il y a une demande de pouvoir d'achat. Je crois que le gouvernement va y répondre. Il va y répondre assez concrètement. Il va dire, voilà la ligne que j'ai. Faire un budget, retrouver une forme d'équilibre. Il ne vous a pas échappé une chose. Ce matin, vous avez vu. Quand on a dit, quand Bayrou a dit, ça va être plus grave si ça ne va pas, les taux d'intérêt ont remonté ce matin. Ça commence. Les taux d'intérêt pour emprunter, ça y est, c'est parti. Pour les vous dites qu'il y a urgence à se mettre d'accord. Donc d'accord. attention, si on n'a pas de budget, ça va être les taux d'intérêt multipliés par XXX. Dans d'autres domaines plus graves. Donc, je pense qu'il est temps
de revenir un peu sur terre, de revenir aux fondamentaux qui est celui, c'est clair, il faut avoir un budget. 2, il faut créer de la richesse. 3, il faut travailler plus, c'est évident. Et si on ne passe pas par là, on n'y arrivera pas. Joshua Auchard, quelle est la position du Rassemblement national dans ces circonstances? On avait l'impression que pour vous, la censure était quasi acquise. On avait vu tous les appels à la dissolution. Et puis hier, on voit dans vos rangs certains qui disent qu'en cas de baisse des impôts et des dépenses publiques, il n'y aura pas de censure. Et puis le même Jean-Philippe Tanguy était invité ce matin de notre matinale. Je vous laisse l'écouter. On attend de voir ce qu'il a à dire. Donc si il y a des pistes intéressantes au discours politique général, on attendra la concrétisation dans le budget. C'est ce qu'on avait fait, par exemple, avec M. Attal ou avec M. Barnier. Et si il annonce, dès le discours politique général, des orientations qui ne vont pas du tout dans le bon sens, on ne s'interdit pas du tout de censurer. Bon, on ne s'interdit pas de censurer, on ne censurera pas forcément a priori non plus. Quelle est votre position? Puisque bon, j'entends qu'il y a à la fois le débat de fond sur le fait qu'il y ait besoin d'un budget pour pouvoir avancer, etc. Encore faut-il que le Premier ministre ne soit pas censuré. Et ça peut dépendre du Rassemblement national, ça peut dépendre de la gauche, voilà, ça peut dépendre des uns et des autres. Bien sûr, mais je pense que Jean-Philippe Tanguy a raison. Il y a 2 étapes. Il y a déjà le discours de politique générale qu'on espère avoir très rapidement du Premier ministre avec la nomination de son gouvernement. Les paroles, alors le gouvernement Bayrou nous avait quasiment rassurés sur les paroles. En fait, ça ne s'est pas concrétisé dans les actes. Donc au-delà des paroles, il va y avoir la concrétisation dans le budget. Donc 2 étapes importantes pour nous, effectivement. Le discours de politique générale et voir les avancées, les axes que prend le gouvernement Lecornu. Et ensuite le budget dès la présentation de la copie complète du budget, on verra si on doit censurer ou pas pour les Français. J'entends ici autour de cette table que tout le monde en fait a les réponses depuis des années. La droite participe au gouvernement, celui d'Emmanuel Macron, celui de M. Barnier, a des solutions. La gauche a des solutions, sauf calmer, ça met le pays dans le chaos depuis 40 ans. Et je rejoins M. Patria, dit que le gouvernement va y répondre. Ça commence à faire long pour les Français. Je pense qu'effectivement, la seule solution, à court ou à moyen terme, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale pour redonner une majorité. Vous appelez à la dissolution, nette. vous allez censurer. Mais on va voir ce que nous fait le gouvernement, mais je pense qu'à court ou à moyen terme, effectivement, en tout cas avant la fin de l'année, la seule solution pour redonner le pouvoir aux Français, ce ne sera pas dans la rue, ce sera par les urnes, et donc par la dissolution de l'Assemblée nationale. D'accord, donc pourquoi attendre qu'on aille plus loin? Pourquoi attendre la présentation d'un budget si vous êtes déjà quasiment sûr de censurer, d'appeler à la dissolution? Sur le gouvernement de M. Barnier, on avait obtenu des éléments, notamment l'indexation de la retraite sur l'inflation, le non-déremboursement des médicaments, donc on va voir ce que M. Lecornu il est tombé sur l'indexation sur la sur les retraites. Est-ce que M. Lecornu est prêt à nous proposer sur ça? Bon, alors on est aussi dans une séquence, je l'entends, c'est ce que vous disiez, Laurence Garnier. Il y a aussi l'idée que, c'est vrai, les Français doivent se désintéresser un peu de cette situation, en avoir un petit peu assez de cette instabilité, et on appelle quand même à ce que les choses avancent. Je ne sais pas s'ils en ont assez, ce n'est pas ce que j'entends en réalité, c'est vraiment une question de désintérêt. Et là-dessus, je dois dire que la séquence... Donc une quasi-indifférence, ce que vous nous dites, on n'est même plus... Pardon ? Une quasi-indifférence, en fait. Voilà, exactement. Depuis 15 mois, on traverse quand même une séquence politique qui est tout à fait inédite. Suite à la dissolution décidée par Emmanuel Macron, qui fait que nous n'avons pas de majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et que donc ça bloque tous les travaux législatifs que nous sommes censés conduire pour faire avancer le pays. Et c'est vrai que je crois qu'on est dans un moment qui nous interpelle parce que 2 mois sans gouvernement et même sans Premier ministre l'été dernier, presque 1 mois maintenant sans gouvernement, nous avons un Premier ministre mais nous n'avons pas de gouvernement. Et de fait, les métros continuent à rouler, de fait, les restaurants continuent à servir les Français qui ont les moyens d'y aller. Effectivement, le quotidien de notre société continue à tourner. Pour autant, le pays stagne, le pays n'avance plus, on est dans un immobilisme qui est lié à cette situation politique et qui est extrêmement délétère. Même si à court terme, la rentrée scolaire s'est faite et que les choses se poursuivent, le pays est bloqué, il n'avance plus. Partout ailleurs, on avance et je crois que c'est extrêmement grave. Vraisemblablement, on aura un gouvernement ce week-end, mais il faut redire aux Français, quel que soit le gouvernement qui sera choisi par M. Lecornu, que notre pays a besoin d'être gouverné pour avancer. C'est absolument indispensable. Allez, on poursuit le débat après une incursion. Salle des conférences, on va rejoindre Alexandre Poussard. Vous êtes avec les sénateurs, les indépendants de Maine-et-Loire. C'est Emmanuel Capus qui est à votre micro. Bonjour Emmanuel Capus. Bonjour. Alors dans ce débat budgétaire qui s'annonce, quand on entend les différentes positions des différents camps politiques, que ce soit chez les LR, à gauche, au sein du Rassemblement national, on a l'impression
qu'on est très loin d'un compromis avec le socle commun autour d'un budget, en tout cas autour d'une non-censure du gouvernement Lecornu, car c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est évidemment d'avoir un budget, mais il ne faut pas avoir un budget à n'importe quel prix non plus. Donc, il faut avoir un budget qui reflète l'intérêt du pays. Et l'intérêt du pays, c'est qu'on baisse très sensiblement la dépense publique. On a un vrai problème de dépense publique dans ce pays. On a les prélèvements obligatoires les plus élevés d'Europe, les dépenses publiques les plus élevées. Dans les plus élevées, aujourd'hui, l'urgence absolue, c'est de rétablir nos comptes et donc de baisser la dépense publique. Et on peut avoir des débats autant qu'on veut sur la justice fiscale. Le vrai sujet, c'est la dépense publique. C'est pas en augmentant les impôts qu'on pourra répondre à cette difficulté. On peut faire 15 taxes Zuckman, on n'aura pas combler le déficit qui, cette année, serait de l'ordre de 170 milliards. Parce que vous parliez des besoins du pays, on entend, notamment dans le mouvement social en cours, un besoin également de justice sociale, de justice fiscale, vous en parlez, dans le pays. Quelle mesure de justice fiscale doit faire le socle commun dans ce budget? Quelles concessions vous êtes prêts à faire? La question, c'est pas celle des concessions. En fait, il va falloir faire des concessions, mais que chacun fasse des concessions. Moi, quand je vois le programme du Parti socialiste, la taxe Zuckman, l'augmentation des impôts, l'augmentation des dépenses publiques en renonçant à la réforme des retraites, tout ça, il faut être réaliste. Ça ne passe pas dans le budget. Ce ne sont pas des solutions qui peuvent être retenues. Donc, il faut faire des propositions concrètes, sérieuses. Nous pourrons en faire. Nous pourrons évidemment, chacun, en responsabilité, mettre à un moment donné son drapeau dans sa poche, Que faut-il proposer aux socialistes sur la justice fiscale? trouver des solutions. La justice fiscale, c'est extrêmement important. Il ne faut pas que ce soit en revanche toujours les mêmes qui paient. Donc là, on peut trouver un accord sur le fait de trouver, ça n'est pas aux mêmes personnes à toujours assumer le paiement des impôts, le paiement des charges fiscales. Donc là, il faut qu'on discute. Il y a des propositions d'économie qui sont formulées par les socialistes. Je pense notamment à celle sur le régime de santé. Il y a d'autres économies qui sont proposées. On peut en discuter, évidemment. Moi, je préfère qu'on vise d'abord la baisse des dépenses, parce qu'en fait, il faut bien qu'on comprenne. Le tonneau est percé, c'est le tonneau des Danaïdes. Et on peut le remplir autant qu'on veut, tant qu'on ne bouge pas les trous, tant qu'on ne comble pas les trous, le bateau continuera à sombrer. On a compris sur la baisse des dépenses, mais sur l'effort fiscal, c'est à qui de payer, pour reprendre vos mots? On examinera ça. Aujourd'hui, je ne suis pas là-dedans. Ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas avec le débat sur la taxe Zuckman qu'on avance. D'ailleurs, on voit bien que le débat s'effondre. Les Français commencent à comprendre qu'on ne peut pas prélever, confisquer 2% du patrimoine des plus riches et que ça ne résoudra à rien. Moi, je crois que la solution, ça n'est pas, comme la gauche la propose, d'augmenter les impôts. Ça n'est pas une solution. Et encore plus de stigmatiser les créateurs de richesses. Merci beaucoup, Emmanuel Capus, pour vos réponses. Merci à vous. Merci beaucoup, Alexandre. Bon, on n'a pas l'impression qu'Emmanuel Capus a très envie de travailler avec les socialistes. Laurence Rossignol, un mot sur le fait que l'on apprend que le projet de budget 2026 va être transmis jeudi, donc demain, au Conseil des finances publiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la copie est déjà écrite. Qu'est-ce qui peut se passer du coup vendredi lors des discussions que vous pouvez avoir avec le Premier ministre et où, bien sûr, le budget est au cœur des négociations, des discussions? Écoutez, soit c'est un avant-projet de budget avec un certain nombre d'éléments d'architecture de ce budget qui peuvent déjà être transmis et possibilité d'être ensuite amendés et revus par Bercy et le Premier ministre après les discussions avec les différents partenaires. C'est une hypothèse, mais vous savez, comme il faut lire entre les lignes des propos du Premier ministre, moi je regarde entre les lignes, je vois rien, vous voyez, c'est du blanc entre les lignes. Donc ça c'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que le Premier ministre cherche l'accord avec le Rassemblement national pour assurer sa survie. C'est déjà produit, donc c'est une deuxième hypothèse. La troisième hypothèse, c'est qu'en fin de compte, le président de la République sera assez favorable à la dissolution et à des nouvelles élections législatives. Il a été favorable à une dissolution que personne ne lui demandait il y a 15 mois. Peut-être que, d'un certain point de vue, il le veut encore. Lui demande, mais que certains lui demandent, en tout cas, maintenant. Non, mais voilà, est-ce qu'on a ces trois hypothèses-là? Ce que je vois, c'est que pour le moment, je ne trouve pas que le Premier ministre donne tous les signes qu'ils veulent. Alors après, je vois bien l'idée, parce qu'elle a été contenue dans son interview, c'est que c'est à l'Assemblée que se fera le travail, le Parlement, enfin, d'amender l'Assemblée nationale d'ailleurs, se fera le travail d'amendement du budget. Je suis assez perplexe sur cette méthode-là, parce que d'abord, ça met les socialistes dans une position difficile, parce qu'en fait, ce qu'on nous demande, c'est nous-mêmes
amender nos propres propositions, alors que je pense que c'est au Premier ministre d'amender nos propositions et pas l'inverse. Deuxièmement, à l'Assemblée, vous savez, il suffit qu'il y en ait 30 d'un côté, 40 de l'autre, et puis que les députés du bloc central soient absents, ce qui est quand même assez fréquent depuis quelque temps, et on peut voter des choses qui n'étaient pas du tout prévues. Et on vous retrouvez à la sortie de l'Assemblée parce qu'avec une augmentation des dépenses, on l'a déjà vu, et puis ensuite, comment fait le gouvernement? Alors après, c'est le Sénat qui est obligé de tailler, mais le Sénat, moi j'entends bien, tout le monde a l'air de dire oui, il faut réduire la dépense publique, on est tous d'accord. Pour réduire la dépense publique, il y a d'abord une réforme de l'État et d'un certain nombre de politiques publiques. Pour réformer les politiques publiques, il faut un pouvoir qui soit un pouvoir fort, installé. Je connais un peu le fonctionnement de l'appareil d'État. Je connais des tas de domaines dans lesquels on pourrait effectivement réformer le fonctionnement de l'État pour faire des économies. Mais il faut des ministres qui aient un minimum de durée de vie, qui soient reconnus, ce qui n'est pas le cas pour le moment, et ce qui n'a pas été le cas depuis ces dernières années. Donc, je suis perplexe sur la capacité de cette majorité à faire ces réformes-là. Ensuite, je termine d'un mot. Si le Premier ministre veut vraiment... Alors oui, excusez-moi. Le Sénat, le budget va arriver au Sénat. Moi, j'ai l'habitude au Sénat. Quand il va falloir tailler dans les dépenses des collectivités locales, à un an on a déjà vu la élections, levée de bouclier, un an des élections sénatoriales, quand tout le monde va faire... Quand on voit 50 fois le même amendement signé par 50 sénateurs différents qui disent la même chose parce qu'ils ont été demandés... Si vous laissez les parlementaires faire, il y a une vraie hiatus entre le discours politique, genre il faut réduire les dépenses, et puis ce qu'ils votent et ce qu'ils proposent de voter dans l'hémicycle. Donc je trouve qu'on a quand même besoin d'un pilotage dans cette affaire-là. Je suis pour le parlementarisme, on a besoin de pilotage. Il y a une certaine hypocrisie. Effectivement, tout le monde est d'accord pour réduire les dépenses publiques. Lorsqu'il s'agit de toucher à des domaines qui vous sont chers ou sur lesquels vous êtes identifiés, ça devient beaucoup plus difficile. Tous les premiers ministres l'ont dit. Tout le monde est d'accord pour réduire les dépenses mais quand on est dans les oppositions, on demande toujours des dépenses supplémentaires. Oui, c'est un peu compliqué la question, puis c'est un peu fourre-tout le débat. Non, je crois qu'il faut être clair. Non, mais il faut être clair un petit peu sur la réalité des choses. Ce budget, les 40 milliards qui sont demandés d'économie, 38 milliards minimum, ils sont faits pour empêcher la hausse tendancielle de la dépense et pas pour réduire la dette. Première chose. Donc quand j'entends dire les gens on va tailler dans les dépenses, etc., ça veut dire qu'on va empêcher que ça monte. C'est simplement ça. Par exemple, je prends les collectivités locales. On va tailler dans les dépenses des collectivités locales. Les collectivités locales, aujourd'hui, elles ont 229 milliards de dotations. À 1 milliard près. La tendance voudrait qu'elles montent à 238 milliards. Le gouvernement dit non. 236 milliards, 7 milliards de plus, on ne peut pas. Par contre, elles peuvent monter d'1 ou 2 milliards. Ça veut dire que c'est pas, on taille pas dans les collectivités. On taille dans la hausse. On taille dans la hausse, et c'est ça. Donc, mais par contre, pour ce qui est de ce qui peut monter demain, je crois que rien ne va monter vraiment au-delà de ce qui partait par avant, sauf 2 budgets. Le budget de la dette, parce que la dette, on a beau dire qu'elle n'existe pas, qu'on ne la paye pas, il va falloir la payer. Et le deuxième, c'est celui de la défense, et vous avez compris qu'il faille le faire aujourd'hui. Je répète que dans ce budget aujourd'hui, les priorités n'ont pas de savoir ce qu'on va gagner ou perdre, c'est de savoir comment on va équilibrer ce budget, comment faire pour qu'on puisse continuer à investir, à payer le service. Et n'oubliez pas une chose, dernière chose. La France, la dette, elle est pour 2 tiers la dette sociale. Oui. Et l'aide sociale, c'est très important. Ça veut dire qu'on emprunte aujourd'hui pour payer du fonctionnement et du social, alors qu'on devrait emprunter pour investir. Donc, il faudra bien réduire demain, y compris dans certaines dépenses sociales, si on veut régler le problème, sinon on va encore aller dans le mur. Voilà, on a évoqué tout à l'heure le fait que le Premier ministre refusait la suspension de la réforme des retraites comme la gauche le réclame. Mais aujourd'hui, eh bien, il a lâché du lest sur un sujet. Il a annoncé dans une lettre aux partenaires sociaux des avancées pour les retraites des femmes qui seront contenues dans le budget de la Sécurité sociale 2026. On va rejoindre Alexandre qui se trouve avec la nouvelle sénatrice Union centriste du Pas-de-Calais. C'est Brigitte Bourguignon, ex-ministre de la Santé et de la Prévention. Bonjour Brigitte Bourguignon. Bonjour. Et bienvenue au Sénat. Alors effectivement, Sébastien Lecornu a annoncé qu'il y aura une amélioration des pensions de retraite des femmes dans le prochain budget de la Sécurité sociale 2026. C'est un geste important alors qu'on a souvent entendu que les femmes étaient les grandes oubliées de la réforme des retraites Borne 2023.
Oui, parce qu'on parle beaucoup de la méthode Le Cornu en ce moment. Bon, je trouve que remettre les partenaires sociaux au cœur du débat, c'est très important. On sait aussi que le conclave, à mon avis, avait été trop enfermé dans une ordonnance préformatée. Trop cadré par François Bayrou. Et qu'aujourd'hui, cette ouverture à des questions qui ne sont que légitimes et que nous revendiquons, quels que soient les bords auxquels on appartient d'ailleurs, parce que ça n'appartient pas à quelqu'un en particulier, mais la pénibilité, les carrières hachées, c'est les femmes. Et puis l'inégalité salariale au départ, ce sont toujours les femmes. Donc inévitablement, les retraites, les pensions ne sont pas équitables dans ce pays aujourd'hui. Donc rouvrir ce chantier-là, tant mieux. C'est au moins une main tendue. Après, ça n'est pas suffisant, c'est évident, parce qu'on n'a pas réglé les autres problèmes de fond qui font qu'on arrive à de l'injustice sociale sur les retraites et sur des femmes. Et oui, et notamment, on n'a pas réglé la question de la pénibilité du travail, qui était un sujet de discussion du conclave sur les retraites. Et Sébastien Lecornu a dit que cette discussion entre les partenaires sociaux sur la pénibilité serait rouverte. Est-ce qu'il faut faire sur ce point de véritables concessions à la gauche, alors que, je le rappelle, il y a un débat autour de la pénibilité entre, d'un côté, la gauche et les syndicats qui veulent des réparations de cette pénibilité, et le patronat et le socle commun qui souhaitent plutôt une prévention de l'usure professionnelle. Mais je ne comprends pas qu'on puisse séparer les deux. C'est par la prévention qu'on améliore aussi des conditions de travail. Et puis la pénibilité, moi je suis dans un département où on connaît les sujets de la pénibilité, c'est un sujet qui doit être majeur dans le calcul aujourd'hui des retraites et qui doit être pris en considération. Moi je ne considère pas que ça appartient à un clan plutôt qu'à un autre. C'est vraiment un sujet sur lequel on doit ouvrir et qui peut faire consensus dans ce pays qui en a tant besoin. Donc il faut des mesures de réparation, c'est-à-dire pouvoir partir plus tôt quand on a eu un métier pénible ? Absolument. On a des métiers qui, par nature, de toute façon, requièrent de partir plus tôt. De toute façon, souvent, ces carrières ne sont pas longues parce que souvent, elles se terminent soit par des arrêts maladie, soit par des invalidités. De toute manière, on est dans un sujet majeur sur la pénibilité, sur des métiers qui sont clairement identifiés et pour lesquels on doit avancer. Pour les femmes, on sait aussi que c'est elles qui subissent le plus souvent le temps partiel, les carrières hachées, et puis, par nature, les congés maternité. Donc, on sait très bien que de toute manière, elles n'auront pas les mêmes carrières que les autres. Et donc, il faut réparer, là aussi, ces conditions-là. Alors, toujours sur cette réforme des retraites, on sait que la gauche demande une suspension du report de l'âge légal de départ à 64 ans, qui est la mesure phare de cette réforme Borne 2023. Sébastien Lecornu a dit hors de question, mais est-ce qu'il ne serait pas judicieux de suspendre cette mesure jusqu'à 2027 et laisser aux Français le soin de trancher cette question, ce débat de fond? Ce qui est clair, c'est qu'il faut qu'on finance les retraites et qu'on y pense. Et dans ce pays, on parle beaucoup réforme de retraite, financement des retraites, mais ce qu'on oublie aussi, c'est que le corollaire, c'est aussi le financement de la dépendance. Moi, c'est un sujet qui m'est cher et c'est une journée internationale des personnes âgées aujourd'hui. Et je pense que quand même, on pourrait aussi penser que ce financement-là n'est pas acquis et qu'il va falloir qu'on y réfléchisse sérieusement. Donc, financement des retraites doit être garanti. Donc, des avancées, oui, il en faut, bien sûr. Remettre en question ce financement, ça me paraît compliqué aujourd'hui. Maintenant, l'âge de retraite, l'âge a été quand même un casus belli pour tout le monde. Et donc, je crois qu'il faut qu'on y réfléchisse et qu'on revienne là-dessus. Merci beaucoup, Brigitte Bourguignon, d'avoir répondu à mes questions. Votre réaction, Laurence Garnier, revenir sur l'âge légal de départ à la retraite, Brigitte Bourguignon, ex-ministre Renaissance. Mais c'est la position des centristes ou c'est la position de Renaissance? Ah oui, qu'elle représente au niveau du Pas-de-Calais. Brigitte Bourguignon, vous êtes surpris quand même les uns et les autres? Moi, oui, je suis très surprise. Alors, je laisserai mon collègue membre du même parti que Brigitte Bourguignon, Renaissance, commenter ce que vient de dire notre collègue sénatrice. Moi, si vous voulez, je crois qu'il faut tenir un langage de vérité aux Français. Partout en Europe, on a fait bouger l'âge de départ à la retraite. On ne le fait pas pour embêter les Français, on ne le fait pas pour leur dire qu'il va falloir travailler plus longtemps, que ça va être difficile. On le fait parce qu'il y a une réalité dans notre pays et dans toute l'Europe occidentale qui s'appelle la démographie. Il y a moins de jeunes, il y a moins d'actifs, et il y a plus de retraités. Donc, il n'y a pas 10 000 manières de faire tenir ensemble ce schéma de retraite par répartition qui date de l'après-Deuxième Guerre mondiale, à l'époque où il y avait beaucoup d'enfants, une démographie dynamique et beaucoup moins de retraités. Donc, si on ne veut pas toucher au niveau des pensions,
Et si on veut faire tenir le système, il faut toucher à l'âge de départ à la retraite. Quant aux réflexions sur la retraite des femmes, évidemment, moi, je suis sensible et je m'engage beaucoup sur cette cause, mais comme d'autres femmes et d'autres hommes. Elles ont été les grandes perdantes de la réforme de 2023. Mais c'est pas ce que je mets en question. Ce que j'interroge, c'est que comment est-ce qu'on fait pour financer ces évolutions qui vont sans doute dans le sens d'une plus grande justice sociale vis-à-vis des femmes et de la retraite des femmes. Mais qu'on nous parle d'abord d'économie. On rappelait tout à l'heure que les 2/3 de la dette française, qui du reste a quand même beaucoup augmenté depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, et les taux d'intérêt qui vont avec, il faut quand même le rappeler. En 2017, il y avait longtemps qu'on n'avait pas dit du mal de Macron. Non, mais à chaque fois, mais vous inquiétez pas, il y aura bien un autre moment dans l'émission. C'est difficile. Monsieur Patriat, vous noterez que c'est les ministres du gouvernement de Macron qui disent du mal de Macron. Regardez comme nous, socialistes, on est mesurés. Quand il s'agit de la curée, tout le monde est d'accord pour y aller à chaque fois. Oui, allez-y, je vous en prie. J'aimerais qu'on nous parle d'économie. Si on veut plus de justice sociale sur un certain nombre de sujets, dont celui de la retraite des femmes, il faut en parallèle être capable de faire des économies majeures dans d'autres dispositifs. Donc vous n'applaudissez pas cette concession du Premier ministre. Mais sur le fond, elle me réjouit. Après, si vous voulez, on a un budget à tenir et une réduction de la dépense publique dont tout le monde convient ici, y compris Madame Rossignol du Parti Socialiste, et je crois que c'est un langage qui est assez nouveau chez vous, qu'il faut la réduire, cette dépense publique. Vous voulez que je vous parle du quinquennat de François Hollande et de la place que ça a pris dans le quinquennat de François Hollande, la réduction de la dette publique. Ne me dites pas que c'est nouveau, vous mentez. C'est un échec. Dans le quinquennat de François Hollande, la question de la réduction de la dette publique a été majeure. Elle a même, pour beaucoup de socialistes, été un peu lourde à porter. Le sujet, c'est pas la question. Et en 2017, la dette était à un niveau acceptable pour la France. Après, oui, madame, oui. Bien sûr. Elle était à un niveau plus acceptable qu'aujourd'hui, je vous le concède bien volontiers. Mais supérieur à la dette de François Hollande. Et entre-temps, il y a eu plein de raisons. Ne polémiquons pas. Dans ce cas-là, si vous ne voulez pas polémiquer, vous ne m'attaquez pas sur le fait que je commencerai aujourd'hui à m'intéresser à la dette. Et vous n'attaquez pas Macron. C'est faux. Vous n'en parlez pas, monsieur Patriat. Pourquoi vous en parlez? Moi, j'arrette là parce que je crois que les Français, on va perdre tous les Français sur un sujet qui est. Mais alors, on va parler quand même d'un sujet qui intéresse tout le monde, c'est quand même le sujet. Je suis d'accord pour dire que. Bien sûr que c'est une bonne nouvelle, mais si on ne réduit pas nos dépenses par ailleurs, ça n'est pas tenable. Joshua Hochart, quand même, sur votre réaction à ce qu'annonce Sébastien Lecornu dans ce courrier au syndicat, une amélioration des retraites des femmes. Que penser de cette concession apportée par le Premier ministre? On a eu plutôt les signaux adressés à la droite la semaine dernière aux Parisiens. Bon, on a un peu plus l'impression que là, on s'adresse au moins à la CFDT, disons, à la veille de la journée de mobilisation. On est effectivement pour tout allègement de cette réforme des retraites de 2023 où les femmes ont été, je pense, effectivement les grandes perdantes de cette réforme des retraites, puisque les carrières hachées, puisque pour plein de raisons, et les Français de manière globale ont été les perdants de cette réforme des retraites. Nous, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, on maintient notre réforme de retraites qui a déjà été présentée maintes et maintes fois avec les 40 annuités. Débat qui n'a pas pu avoir lieu notamment à l'Assemblée nationale, puisque la gauche avait retiré l'ensemble des mesures du texte, donc dans la niche parlementaire du Rassemblement national, là où la gauche se pose souvent, toujours d'ailleurs, en grande défenseur des Français et des travailleurs, a fait de manière partisane à retirer l'ensemble du contenu du texte pour pas qu'on puisse en débattre. Vous avez quelque chose à dire, Laurence Rossignol? Sur quoi? Sur ce que nous dit Joshua Hochart. Sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, non, on va peut-être pas revenir là-dessus. Non, je peux dire quelque chose. Je peux dire quelque chose, en revanche, sur la question de la retraite. Ce qui est clair, c'est que l'espérance de vie en retraite n'est pas la même selon la vie professionnelle que vous avez eue. Voilà, c'est de ça qu'il faut partir. Il y a selon le travail qu'on a effectué, il y a des gens pour qui la retraite débouche très rapidement sur une perte sur du handicap. Vous savez, il y a l'espérance de vie en bonne santé. C'est le sujet de la prise en compte de la pénibilité du travail. Voilà, la pénibilité. C'est un sujet essentiel et sur lequel... Je pense qu'on ne peut pas continuer de dire il faut augmenter l'âge de la retraite en passant par-dessus cette inégalité profonde. En ce qui concerne les femmes, ce qui aujourd'hui pose problème pour les femmes, principalement, c'est le niveau de leur retraite. Donc, j'entends que le Premier ministre dit qu'il va s'intéresser, faire quelque chose et des propositions sur la retraite des femmes. Je pense que c'est sur le niveau de retraite des femmes. Les femmes sont les plus nombreuses au minimum vieillesse. Les femmes n'arrivent pas au niveau de retraite de base de la sécurité sociale. L'idée de cotiser, par exemple, sur les 23 meilleures années au lieu des 25, ce genre de choses. C'est un vrai gain. C'est un vrai gain. Il y a un vrai gain pour le retraite. Ça fait partie des pistes qui étaient sur la table. Qui sont sur la table. On a besoin d'une réponse tout de suite sur les retraites des femmes. Parce que on dit,
moi j'entends tout ça, il faut baisser les dépenses sociales. Mais vous savez, si on baisse les dépenses, un certain nombre de dépenses sociales, ça finit quand même, à moins de laisser les gens mourir de faim dans la rue, ce que notre pays n'est pas encore décidé à faire, mais vous voulez passer de la retraite au bureau, au CCAS de la commune, et à la fin, c'est les communes qui viennent prendre en charge les tickets repas pour les mômes, etc. etc. Donc, Gervaise. Comment ? C'est Gervaise. Non, c'est pas Gervaise. Enfin, ce n'est pas 10% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Ces gens-là, ils existent. Ils existent et on les prend en charge in fine dans les communes. Donc il y a un sujet d'accroissement des inégalités qui a été des transferts sociaux. Et ceux qui sont au-dessus du seuil de pauvreté, qui sont le salaire médian autour du SMIC, ils vivent pas bien non plus. C'est vrai. Et ils ont du mal à boucler les fins de mois. Je dis toujours, regardez, prenez votre charrue au supermarché, ce que nous faisons tous. Et avec 30 €, vous avez quoi ? Vous avez rien. Et 30 €, c'est le reste à vivre par semaine de bon nombre de familles. Donc on a un vrai problème de pouvoir d'achat. Et donc à un moment donné, ça retombe sur... C'est l'économie des transferts sociaux. Ça retombe sur d'autres budgets sociaux, le plus souvent sur celui des communes et des départements. On va attendre. Moi, je suis avec beaucoup d'intérêt. Mais il n'y a pas que les femmes, en plus, qui ont un problème de pénibilité. Il y a des hommes aussi qui ont des métiers très pénibles. Et j'ai beau être une féministe accomplie, je m'intéresse aussi aux hommes qui n'ont pas une longue espérance de vie après la retraite. François Patria, effectivement, il faut que ça aille... Ah non, vous êtes en pleine forme. Bon. Mais effectivement, il faudrait prendre en compte aussi le sujet de la pénibilité en plus de celui de la retraite. Je vais vous répondre plus globalement. D'abord, je tombe des nues quand j'entends quelqu'un qui appartient à mon mouvement aujourd'hui dire qu'on va revenir sur l'âge. Parce qu'en fin de compte, c'est un faux débat. Non mais en fin de compte, personne n'y croit. Attendez. Mais même les socialistes qui le demandent n'y croient pas. Ils savent bien qu'on ne bougera pas l'âge. Et j'en voudrais pour preuve que leurs amis socialistes espagnols ont mis la retraite à 67 ans et que la croissance est de 1,9% en Espagne, depuis qu'ils ont pris les réformes. Pas que les retraites, mais d'autres. Vous voyez, le pays va mieux aujourd'hui parce qu'on a pris des mesures courageuses. On ne veut pas les prendre, mais c'est un faux débat, on ne reviendra pas sur les retraites. Je reviens sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. Comment faut-il faire pour aboutir à un accord, pour pouvoir un budget ? On ne va pas faire les Zuckman ou autres. Vous voulez pas me répondre sur les retraites ? Attendez, mais si, je vais vous répondre sur les retraites. Justement, j'y viens. Et moi, je pense que le Premier ministre, il a 4 choses à proposer aux syndicats aujourd'hui pour avancer. La première chose, oui, on ne reviendra pas en arrière. Ceux qui ont les plus hauts revenus dans ce pays devront, quoi qu'il arrive, participer un peu plus, justice fiscale. 2, sur les retraites, oui, on peut avancer sur 2 points. On peut avancer sur la pénibilité et sur la durée pour les femmes. Ça, oui, on peut avancer dessus. Oui. 4e, il faut une mesure sans doute pour la santé. 3e et 4e, il faut une mesure de pouvoir d'achat. Il faut que les Français aujourd'hui gagnent plus d'argent. Mais pour gagner plus d'argent aujourd'hui, il faut peut-être baisser certaines charges et aussi travailler plus. Voilà. Eh bien, on va tout de suite voir ce qu'en pense Cécile Cukierman, la présidente du groupe communiste. Elle est au micro d'Alexandre, salle des conférences. Oui, Cécile Cukierman, on vient d'entendre François Patria qui donne des concessions possibles pour la gauche, à savoir des mesures pour la pénibilité des travailleurs, pour l'amélioration de la retraite des femmes, également une mesure de justice fiscale. Alors, pas la taxe Zuckman. Est-ce qu'il y a une voie de compromis possible entre le gouvernement de Sébastien Lecornu et la gauche? Non, mais je crois que, et sans mépris pour mon collègue François Patria, nous venons d'assister sur votre plateau à ce que nous assistons depuis quelques jours. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aujourd'hui le camp d'Emmanuel Macron et le camp de la droite sénatoriale qui met des lignes rouges. Donc en fait, nous pourrons discuter de ça, mais ce ne sera pas ça. Nous pourrons discuter des retraites, mais uniquement sur les femmes. Nous pourrons discuter du pouvoir d'achat, mais il faudra travailler plus. Oui, heureusement quand même que quand on travaille plus, on gagne plus. Je rappelle simplement que ce n'est pas un cadeau de gagner plus quand on travaille plus, c'est normal. Et donc finalement, en fait, on est en train, depuis quelques jours, d'inverser une logique. On veut une république parlementaire, mais dont celles et ceux qui ont perdu les élections législatives au mois de juillet 2024 les ont perdues et ils veulent continuer de diriger. Eh bien, c'est pas grave, il n'y a pas de drame, mais ça ne marchera pas. Voilà. Donc, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais en fait, cela ne peut pas durer. Parce qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français ont exprimé d'autres choix que celui de la continuité de la politique incarné par Emmanuel Macron depuis 2017. Et en même temps, la gauche fait des demandes assez radicales. Suspension de la réforme des retraites, taxe Zuckman sur les hauts patrimoines. Vous pensez vraiment que le socle commun peut accepter ça et qu'on va arriver à un compromis? Mais je ne sais pas ce que les uns et les autres peuvent accepter. Nous ne faisons que des mesures qui aujourd'hui sont majoritaires dans le pays. Donc je ne sais pas si la radicalité, c'est de porter des mesures majoritaires. Mais je crois que nous avons quelques notions peut-être à échanger sur qu'est-ce qu'une radicalité. Je pense qu'aujourd'hui,
d'ailleurs je le pense, mais toutes les études d'opinion le montrent, les Français demandent quoi? Plus de justice fiscale. Les Français se sont majoritairement opposés à la réforme des retraites qui a été imposée au forceps et qui d'ailleurs est une des origines de la crise politique que nous traversons aujourd'hui et de laquelle nous ne pourrons pas sortir si nous n'acceptons pas cela. Donc moi, je ne pense pas être une radicale aujourd'hui. Je pense simplement vouloir répondre aux besoins de la majorité des Françaises. Ça ne veut pas dire donner raison à tout et à tout le monde. Cela veut dire en responsabilité dire voilà, oui, il y a besoin de justice fiscale. Oui, il y a besoin d'abroger la réforme des retraites. Et donc oui, nous avons besoin d'aller trouver des recettes supplémentaires pour satisfaire aux besoins des Français. Et dernière question sur la méthode Lecornu. Alors que demain, il y aura une nouvelle journée de mobilisation à l'appel des syndicats, Sébastien Lecornu, le Premier ministre, dit je souhaite donner plus de marge de manœuvre au paritarisme, au dialogue entre les syndicats et le patronat. Est-ce que c'est la bonne méthode? Mais Sébastien Lecornu a fait un interview aux Parisiens vendredi dernier. Donc je ne surinterprète pas ses propos. Bon, dans son article aux Parisiens, il exprime très clairement tout ce qu'il ne pourra pas bouger. Eh bien, écoutez, ce n'est pas une ouverture à la voie de la négociation et du paritarisme, ni même à la voie d'une négociation avec l'ensemble des groupes parlementaires, non pas dans une question de compromis, mais dans une question de construire un avenir meilleur pour les Françaises et les Français. Merci beaucoup. Merci. Cécile Cukierman. Merci beaucoup Alexandre. Est-ce qu'on peut réellement croire au paritarisme dans la séquence quand on voit demain le nouvel appel à une journée de mobilisation de la part des syndicats? On voit aussi le patronat qui appelle aussi à un grand meeting le 13 octobre où on a du mal à voir réellement le paritarisme et syndicats et patrons réussir à se mettre autour de la table et à négocier actuellement. Laurence Garnier. Oui, c'est vrai que la méthode de Sébastien Lecornu interroge, qu'il cherche des voies de passage. C'est son travail de Premier ministre. On sait que le chemin est étroit. On a beaucoup dit qu'il cherchait à s'appuyer sur ce paritarisme plutôt que sur les groupes politiques traditionnels. Ça mène à une reconduite des journées de mobilisation. Je crois que le politique doit assumer ses responsabilités, qu'on soit à l'écoute, évidemment, des acteurs politiques, dans leur diversité. Je viens d'entendre ma collègue communiste qui explique qu'il faut encore aller chercher des recettes supplémentaires dans un pays qui est déjà extrêmement taxé et fiscalisé, mais pourquoi pas, c'est sa ligne. Qu'il soit à l'écoute de la même manière des acteurs sociaux et des syndicats, ça paraît tout à fait normal dans la fonction qu'il occupe. Maintenant, moi, je ne vois pas de voie de passage se dessiner. On a demain une nouvelle journée nationale d'action dont on verra le degré de mobilisation. En tout état de cause, je pense que le politique doit assumer ses responsabilités et trancher et décider. La voie que doit dessiner Sébastien Lecornu, aujourd'hui, c'est à lui de le faire. Il a consulté pendant près d'un mois. Il faut maintenant qu'il forme son gouvernement et qu'il cherche à avancer le moins mal possible dans le contexte compliqué que connaît le pays aujourd'hui. Oui, il va falloir avancer le moins mal possible. Joshua Auchard, dans la séquence, on voit mal effectivement jusqu'où ça pourrait aller finalement. Et quand est-ce que ça va s'arrêter? Sans doute. Peut-être très rapidement. Sans doute peut-être très rapidement, effectivement. Depuis tout à l'heure, autour de cette table, tous, on exprime des solutions, soit par le paritarisme, soit par la discussion avec les groupes politiques. On voit bien que l'ensemble de ces solutions qu'on peut mettre sur la table, au final, sans acte fort de Sébastien Lecornu, il avait dit dans son discours d'intronisation, son discours d'entrée au gouvernement en tant que Premier ministre, qu'il romprait sur la forme et sur le fond. Donc on attend de voir lundi, mardi, la rupture qu'il va nous proposer. Dans ce qu'il fait, dans les interviews qu'il propose, je ne vois pas de rupture. Donc effectivement, il dirige vers une censure. François Patriat, je vous avais promis de vous reparler d'Emmanuel Macron. Notre baromètre Odoxa, hier, Public Sénat et la presse régionale montrent que dans la séquence, et le président de la République et le Premier ministre battent aujourd'hui des records d'impopularité. Oui. On est dans une situation quand même extrêmement compliquée pour ce Premier ministre qui a parlé de rupture, mais dont on a l'impression qu'il est dans la continuité aujourd'hui. Qui vous a dit que la situation n'était pas grave ? Et je reviens un instant, parce que j'entends dire aujourd'hui sous Emmanuel Macron la dette. Écoutez, moi j'appelle à mes amis parlementaires à un peu de responsabilité. On ne peut pas, ici tous les jours, dans l'hémicycle, demander plus pour les collectivités locales, pour les retraités, pour la médecine, pour l'environnement, pour tout, de dépenser toujours plus. Et je vous rappelle quand même que personne, à part Emmanuel Macron, n'a affronté 4 crises comme il a affronté. Le Covid, ça a coûté quand même 400 milliards. La guerre, l'inflation, la crise énergétique, tout ça, c'est pas... Et pendant ce temps-là,
Tout le monde ici, tout le monde dans la rue disait plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Fallait-il pas faire le Ségur de la santé? Fallait-il pas aussi faire que les bas salaires montent un peu? Fallait-il pas mettre la prime d'activité? Fallait-il pas mettre aujourd'hui de l'argent dans l'innovation pour demain? Tous ceux qui aujourd'hui ont demandé plus d'argent disent « Ah mais attendez, Emmanuel Macron, il a endetté le pays. » Comme si avant, il n'y avait pas eu 2 milliards de dettes. Attendez, s'il n'y avait pas eu 2000 milliards de dettes avant. Donc j'entends bien. Donc ce procès, en fin de compte, vous savez que le deuxième quinquennat, pour tout le monde. Il a été vrai pour tout le monde. Il a été vrai pour le général de Gaulle. Il a été vrai pour François Mitterrand. Il a été vrai pour Jacques Chirac. Pour tout le monde, il est toujours dramatique parce que c'est dur. C'est dur aujourd'hui et c'est surtout dur d'être courageux dans ce pays. Donc moi, le fait que... Pardon ? Lui, il n'a pas attendu le second quinquennat pour mettre la France en difficulté. Non, mais attendez, non, mais écoutez, moi, si vous me dites aujourd'hui qu'il ne fallait pas mettre d'argent dans les hôpitaux, qu'il ne fallait pas augmenter les salaires des infirmières, qu'il ne fallait pas investir dans la French Tech. Non, mais, vous étiez sur le Covid, 350 milliards d'euros d'aide, vous avez fait des choix, vous avez distribué des chèques aux Français, des prêts garantis par l'État. Qu'ils n'en voulaient pas, attendez. On a sauvé les entreprises et l'emploi. Non, je ne vous ai pas interrompu, non, mais ne m'interrompez pas avec vos mesures qui sont à la fois dangereuses, inacceptables et pas possible de mettre en œuvre. En tout cas, pour moi, c'est votre parti qui est impopulaire. Non, mais bien sûr que quand on assume le pouvoir, on est impopulaire. Moi, j'assume l'impopularité. Oui. Mais dans le même temps, je ne suis pas comme ceux qui font du Macron-bashing tous les jours en faisant porter à Emmanuel Macron tout le poids des incohérences ou des renoncements qu'on a pu faire, y compris moi-même. Vous parlez d'un certain nombre d'avancées sous Emmanuel Macron, par exemple du Ségur de la santé. Mais quand vous voyez aujourd'hui... 19 milliards. Est-ce que François Hollande a mis 19 milliards dans la santé? Non, jamais. Jamais. Le personnel de santé qui sera dans la rue, par exemple, très bien. Demain, la grogne sociale... Combien ont été augmentées les infirmières? Dites-moi. Allez, dites-le moi, allez-y. Vous voulez dire que c'est injustifié? Non, mais c'était justifié, mais qu'on ne nous le reproche pas aujourd'hui. En fait, c'était justifié. On peut dire un mot sur les recettes, parce que entre ceux qui disent, comme nos collègues de droite, qu'on est le pays qui prélève le plus d'impôts, c'est un fait. La question, on est aussi le pays qui prend en charge un certain nombre d'autres choses, parce que dans les impôts qu'on prélève, quand François Patria, à l'instant, il y a une redistribution sociale, il y a effectivement, on est un des pays qui soutient, je ne sais pas si c'est du soutien d'ailleurs, qui redistribue qui protège le mieux, le pays qui protège le mieux ses habitants. La sécurité sociale qui fait ses 80 ans. C'est ce qui est en cause. Mais quand on parle du budget, et où est la critique sur les deux, sur le quinquennat, premier quinquennat de Macron et le deuxième, c'est sur les recettes fiscales. C'est-à-dire qu'on 60 milliards d'euros chaque année en moins pour le budget de l'État, dont 30 milliards qui ont été à la finance et au haut patrimoine. 30 milliards sur la taxe d'habitation et sur la flat tax. C'est du pouvoir d'achat en plus. Suppression la baisse de la taxe d'habitation, c'est du pouvoir d'achat pour tout le monde. Je t'ai dit, François, tout le monde paye la taxe d'habitation. Monsieur le président du groupe, c'est du pouvoir d'achat en plus. Monsieur le président, j'ai dit 60 milliards, dont 30 qui sont à la taxe d'habitation et à la redevance télé. 30 milliards, c'est la suppression de l'ISF, c'est la flat tax, c'est tout un certain nombre de mesures d'une politique que Emmanuel a rapporté 10 milliards. Que Emmanuel Macron pensait. Il a fait un choix de politique économique qui est celle de l'offre à laquelle tout le monde s'attend, avec l'idée que ça allait ruisseler. Le bilan, c'est que ça n'a pas ruisselé. Cette politique économique, elle n'a pas permis d'empêcher l'augmentation de la pauvreté et la dégradation du pouvoir d'achat des classes moyennes. Donc, à un moment donné, il faut le dire, notre problème était un problème de recettes et arrêter de voir les choses en masse. C'est les salaires qui Par ailleurs, en ce qui concerne Emmanuel Macron, je voudrais dire une chose. C'est que nous aurions besoin d'un président de la République qui soit plus porté par son pays dans la période dans laquelle nous sommes. Moi, je soutiens le président de la République. À l'international. À l'international. Ça, c'est une folie. Ça, je suis scandalisé. Pensez que le président de la République, en allant aujourd'hui en Ukraine, en Europe, ne protège pas les Français, la guerre nous protège tous, à l'international, il ne protège pas les Français. Laurence Rossignol vient de dire qu'elle souhaiterait que dans le contexte actuel... J'ai entendu ça hier soir, je suis le seul. On n'est pas hier soir, là, on est cet après-midi, et ce n'est pas ce que je dis. C'est ce que dire, mais il est à l'international, qu'est-ce qu'il fait? Non, je dis qu'elle souhaiterait qu'il puisse être soutenu, étant donné la situation internationale. J'ai dit, je soutiens ce que fait le président de la République à l'international. Je soutiens la démarche qu'il a faite de reconnaissance de l'État palestinien, qui est la seule solution pour arriver à une solution de paix au Proche-Orient. Je soutiens tout ça. Et nous aurions besoin d'un président de la République qui cherche davantage le soutien et la concorde dans son pays qu'il ne l'a fait. C'est-à-dire, à force de dire qu'il vienne me chercher, à un moment donné, il est seul. Il est seul et les Français sont effectivement prêts à venir le chercher. Et je ne m'en réjouis pas de ça. Je ne m'en réjouis pas. C'est une faiblesse pour la France. Allez,
On va passer maintenant salle des conférences. On va rejoindre Alexandre. Vous êtes avec Dominique Vérien. On va parler un petit peu d'actualité parlementaire, puisque ce matin a été remis le rapport d'information sur l'exécution des peines, et cela dans un contexte, on le sait, où le sujet de l'exécution des peines, mais surtout l'exécution provisoire, a été beaucoup dans le débat public. On vous rejoint, Alexandre. Effectivement, Tam, l'exécution provisoire d'une peine de prison a été dans le débat public ces derniers jours, notamment après la condamnation à la prison ferme de Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République. Alors Dominique Vérien, est-ce que après votre travail, vous estimez qu'il y a un problème avec cette exécution provisoire des peines de prison ? Alors, en réalité, l'exécution provisoire des peines de prison n'a jamais été un sujet pendant notre mission. Personne ne nous a dit c'est bien, c'est pas bien, il faut la supprimer, il faut la renforcer. Absolument personne. Ça n'est vraiment pas un sujet qui préoccupait ni les magistrats, ni les avocats, ni personne. Et pourtant, pour toutes les personnes qui sont condamnées à plus de 2 ans de prison, c'est la règle dans 90% des cas. On a une exécution même souvent immédiate et pas forcément différée comme là pour pouvoir s'organiser avant d'y aller. On est d'ailleurs dans quasiment 80% des cas, on sort de prison pour aller se faire condamner, puisque je vous rappelle qu'il y a 30% de détenus aujourd'hui qui sont des prévenus en réalité et qui n'ont même pas vu leur premier jugement. On ne parle même pas d'attendre l'appel, on parle d'attendre le premier jugement parce que c'est une détention provisoire. Là, on parle de quelqu'un qui a été condamné, qui a une exécution provisoire, mais qui en fait, en réalité, est un mandat de dépôt qui est donné à toute personne qui est condamnée à plus de 2 ans de prison et qui va en général directement en prison. Donc, c'est le cas commun. Après, on peut se poser la question, est-ce que ce qu'il a fait méritait 5 ans de prison? Mais c'est un autre sujet, puisque là, on voit bien que l'exécution est liée aux 5 ans de prison. C'est-à-dire que s'il avait pris 1 an de prison, le sujet ne se poserait pas. Et d'ailleurs, il avait un bracelet électronique jusqu'à présent pour avoir été puni de façon plus légère. Là, c'est les 5 ans de prison, donc ça c'est une autre chose. Et est-ce qu'on aurait pu aménager différemment? Pourquoi les juges, et là je reviens du coup à notre rapport, pourquoi les juges donnent tout le temps de la prison ou majoritairement de la prison? C'est parce qu'ils n'ont pas une grande confiance dans les peines alternatives en milieu ouvert. C'est pourquoi notre rapport propose de créer une vraie peine probatoire, c'est-à-dire on est en milieu ouvert, mais on a des obligations, on a une surveillance, des contraintes, et si jamais on ne répond pas à ces obligations, alors on va en prison. Mais aujourd'hui, voilà, ça n'est pas donné par les magistrats. Depuis 2018, le Sénat propose cette solution. Peut-être que cette fois, nous allons être entendus. Donc renforcer les peines alternatives à la prison. Et puis je précise également que votre rapport propose de prononcer davantage des peines de prison très courtes. Pourquoi ? Alors très courtes, mais attention, pas dans n'importe quelle condition et pas pour n'importe qui. Si on est déjà enquisté dans la délinquance, objectivement, 15 jours de prison, ça ne donnera rien, sauf éventuellement aller se faire valoir auprès de ses copains. C'est plutôt pour les primo-délinquants, qu'ils soient majeurs ou mineurs, et évidemment pas dans une prison traditionnelle, puisque là, ça mérite d'avoir un accompagnement spécifique pour que la société dise tout de suite, voilà, là, vous avez franchi une ligne rouge qu'on ne veut pas vous voir franchir, la société vous dit non. Vous avez 15 jours. Pourquoi 15 jours? Parce que ce n'est pas désocialisant, vous prenez vos congés. Et justement, vous vous préparez avant d'y aller. Ce n'est pas un mandat de dépôt immédiat, là. Et donc, vous avez le temps d'aller voir votre patron si vous travaillez, de prendre des congés. 15 jours de prison, c'est pour avoir une prise de conscience. C'est pour avoir une prise de conscience. Merci beaucoup, Dominique Vérien, pour vos explications. Merci beaucoup Alexandre. C'est intéressant d'avoir le fruit d'un travail parlementaire qui a été mené sur plusieurs mois sur un sujet qui fait polémique dans l'actualité cette semaine. Donc on comprend que l'exécution provisoire est donc la règle pour la plupart des Français condamnés à 5 ans de prison. Pourquoi ça devrait faire débat lorsqu'on parle des politiques, Laurence Garnier ? Puisque le débat a porté notamment là-dessus, et là je parle aussi bien de Nicolas Sarkozy que de Marine Le Pen, sur un autre sujet, sur l'inéligibilité. Oui. Alors, d'abord, vous avez raison, les politiques sont soumis à la loi française comme l'ensemble des justiciables français. Et là-dessus, il n'y a évidemment pas de sujet et pas de question. La question de l'exécution provisoire. On nous dit aujourd'hui qu'elle a été pensée, d'ailleurs par les législateurs que nous sommes, voilà. En ciblant spécifiquement les questions de troubles à l'ordre public, de risque de récidive et de risque de fuite. Je ne crois pas que Nicolas Sarkozy soit dans l'un de ces 3 cas de figure. Après, je le dis aussi très simplement,
Je ne sais pas si Nicolas Sarkozy est innocent ou s'il est coupable. Je ne le sais pas parce que je ne suis pas magistrate, je n'ai pas eu accès au dossier, ça n'est pas mon travail. Moi, je suis parlementaire et donc je ne suis pas à même de juger. J'ai de l'estime par ailleurs pour l'homme politique qu'il a été pour le pays, mais je ne sais pas le fond du jugement. La question de l'exécution provisoire, elle se pose parce que... Il faut dissocier l'homme et l'œuvre. Comment peut-on avoir de l'estime pour un homme politique qui a trois affaires pénales, qui a déjà été définitivement condamné? Comment vous pouvez lui maintenir, que vous lui mainteniez votre affection et que vous lui envoyez des SMS pour lui dire Nicolas, on t'aime? Non mais Madame Rossignol, écoutez, arrêtez de dire n'importe quoi. Hein? Je ne connais pas. Je ne connais pas personnellement Nicolas Sarkozy. Voilà, c'est clair, je ne le connais pas. Mais il a déjà été condamné. C'est un homme politique qui incarne une ligne politique de droite et qui est proche, qui est même membre de ma famille politique. Je ne lui envoie pas de SMS et je suis en train de vous dire que mon sujet n'est pas celui-là. Madame Rossignol, aujourd'hui, on ne sait pas, vous ne savez pas, plus que qui que ce soit ici, si Nicolas Sarkozy est innocent ou s'il est coupable. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'il a déjà été condamné définitivement dans d'autres affaires, qu'il a une autre affaire sur laquelle il y a eu des condamnations aussi, et qu'il a celle-là. Vous ne trouvez pas que pour un homme politique, avoir autant d'affaires, avoir une condamnation définitive, c'est quand même un peu gênant? Est-ce que je peux simplement terminer mon propos? Je vous laisse libre de juger. Les Français jugeront eux-mêmes ce qu'ils ont envie de penser. Je vous parle, Madame Rossignol, de l'héritage politique de Nicolas Sarkozy, qui a fait partie de notre j'ai envie de dire, de notre héritage politique. De votre héritage politique à la droite. Maintenant, ce que je voudrais simplement dire, voilà, donc sur l'exécution provisoire, ce qui interroge, c'est les raisons pour lesquelles elle est prévue, qui ne semblent pas coller au risque de fuite ou de trouble à l'ordre public de Nicolas Sarkozy. Mais moi, vous voyez, ce qui me gêne beaucoup dans cette affaire, et ça me gêne profondément, c'est la distance qui se crée entre beaucoup de Français et le système judiciaire et les juges qui rendent justice au nom même du peuple français. Et ça me pose profondément question, et je voudrais simplement avoir un mot là-dessus. Au-delà de l'immense majorité de nos magistrats qui font certainement très bien leur travail, je crois que quand on a des magistrats syndiqués politiquement, c'est contradictoire avec leur devoir d'impartialité. Je voudrais juste vous entendre, vous, et je voudrais aussi entendre M. Auchard. Il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui, on a été demandé aux Français ce qu'ils pensaient de tout ça. 72% des Français sont très choqués des attaques qui ont été prononcées contre la présidente du tribunal. Très choqués. Mais on peut l'être par ailleurs, Madame Rossignol. Deuxièmement, 58% des Français pensent que les juges ont jugé en droit et non pas de manière politique. Et ne remettent pas en cause la décision. Donc ce qui creuse l'écart entre les Français et l'état de droit, c'est de contester l'état de droit au nom de l'état de droit, comme le font un certain nombre de vos collègues. Je vous rappelle que je ne crois pas l'avoir fait à l'instant. Un dernier mot, parce que je vous rappelle que respecter les décisions de justice fait partie de l'état de droit. J'ai pas d'amitié particulière pour monsieur Sarkozy, mais effectivement, l'état de droit, c'est le second jugement. La réitération de l'acte est prévue dans les élections provisoires. Je ne pense pas grand bien pour la France qu'il soit candidat à la prochaine présidentielle. Il n'y a pas de risque de fuite, il n'y avait pas lieu. Je pense qu'en fait, l'exécution provisoire dans ce type d'affaires, c'est remettre en cause le second degré de juridiction. C'est remettre en cause le second degré de juridiction. Et la rapporteure nous dit que c'est 90% des personnes qui sont condamnées à l'exécution provisoire. Majoritairement, c'est du civil. C'est pour des entrepreneurs qui ont notamment un risque de récidive, un risque de réitération. Ça se termine. Qui va déposer une proposition de loi pour changer la loi sur l'exécution provisoire? On a un quart de seconde. François Patria, parce que je vais être très fâchée. Ils vont être très fâchés au niveau de mon oreillette. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce sujet de l'exécution provisoire? Moi, je veux dire, je ne condamne pas, je ne commande pas. Simplement, je veux dire une chose, c'est qu'effectivement, les législateurs que nous sommes, on se rend compte après coup que la loi qu'on a votée, c'est pas une bonne loi. Il faut la changer maintenant. Autant bien pour autant. Mais ce que je crois, c'est que je crois malgré tout que Nicolas Sarkozy a été condamné pour l'exemple. Non pas parce qu'il pouvait s'en aller ou récidiver, mais parce que c'est la gravité de la faute et l'exemplaire qu'il a causé, c'est tout. Voilà. Allez, merci. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, chez nos confrères de LCP, c'est l'élection du bureau de l'Assemblée. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.